Cette nounou ont démissionné l'une après l'autre. La dernière a quitté le manoir en courant, en hurlant. Chaque nuit, exactement à 3 heures du matin, un garçon de 7 ans convulsait de terreur, vomissant du sang, étouffant, et hurlant comme si quelque chose à l'intérieur de lui essayait de le tuer. Les médecins étaient impuissants. Les examens ne montraient rien. Certains disaient que c'était psychologique. D'autres murmuraient qu'il y avait des malédictions. Mais ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas une présence. Ce que personne ne comprenait, c'est que la réponse n'était pas cachée dans des rapports médicaux, elle était cachée à la vue de tout dans la maison, dans la chambre de l'enfant, et dans la confiance d'une famille qui ne soupçonnait jamais la vérité. Jusqu'à ce qu'une femme de ménage discrète remarque ce que tout le monde avait manqué, et découvre un secret si horrifiant qu'il mettrait un homme d'affaires puissant à genoux. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est réellement passé dans ce manoir va vous bouleverser. S'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter de quel pays vous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cette nounou ont démissionné l'une après l'autre. La dernière a quitté le manoir en courant, en hurlant. Quelque chose n'allait vraiment pas chez Elio Morel, le fils de 7 ans du magnate de l'immobilier Thibaut Morel. Chaque nuit, comme une horloge, l'enfant hurlait de douleur. Convulsions. Sang. Vomissements. Étouffement. Panique. Les médecins allaient et venaient, mais personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. On aurait dit une malédiction. Thibaut resta figé dans le hall en marbre de son immense manoir de Mougins, regardant la 7e nounou disparaître derrière les grilles en fer avec ses valises et des larmes coulant sur son visage. Elle n'avait même pas tenu 2 jours. Les autres avaient survécu quelques semaines au maximum. Tout hautement qualifiées. Toutes professionnelles. Toutes vaincues par un enfant qui semblait mourir à petit feu. Elio était de nouveau enfermé dans sa chambre, ses cris résonnant à travers la propriété de 1000 mètres carrés. Thibaut passa une main tremblante dans ses cheveux prématurément grisonnants. À 42 ans, il se sentait vieillir de plusieurs décennies. 3 mois plus tôt, sa vie s'était effondrée. Tout avait commencé subtilement. Elio s'était plein de douleurs au ventre. Il vomissait après les repas. Il s'était évanoui à l'école. Les spécialistes avaient évoqué des allergies alimentaires, le traumatisme d'avoir perdu sa mère 2 ans plus tôt, ou un stress psychologique. Thibaut n'avait épargné aucune dépense. IRM, scanner, analyse de sang, pédiatre d'élite dans tout Cannes. Rien. Puis les symptômes avaient explosé. Elio avait commencé à convulser violemment. Il vomissait du sang. Il se réveillait chaque nuit exactement à 3 heures du matin, hurlant comme s'il était étranglé. Ses lèvres devenaient violettes pendant les crises. Il n'arrivait plus à respirer. Les nounous paniquaient. L'une avait appelé le 911 convaincue que l'enfant avait avalé quelque chose. Une autre jurait que la maison était hantée. Et la 6e nounou, une femme avec plus de 30 ans d'expérience, avait regardé Thibaut dans les yeux et lui avait dit qu'elle n'avait jamais rien vu de pareil et que son fils devait être interné. Thibaut y avait pensé. Mais comment hospitaliser un enfant quand aucun médecin ne peut diagnostiquer la maladie? Certains pédopsychiatres suggéraient qu'Elio fabriquait ces symptômes pour attirer l'attention. Thibaut savait que c'était faux. Et elle regardait son fils dépérir. 4 kilos perdus en 2 mois. Des cernes sous les yeux. Plus de rire. Plus de jeux. Plus d'enfance. La seule présence constante était Marthe Renaud, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 10 ans, depuis bien avant que la femme de Thibaut, Valérie, ne meure dans un mystérieux accident de voiture. Marthe préparait des tisanes apaisantes, restait avec Elio pendant les crises, et guidait doucement Thibaut vers des remèdes naturels. Rien n'aidait. Quand toutes les nounous avaient démissionné, Marthe avait suggéré d'embaucher quelqu'un uniquement pour faire le ménage. Le manoir était devenu un désastre. Thibaut n'arrivait presque plus à fonctionner au travail. C'est alors que Nora Leclerc est arrivée. Elle avait 29 ans, discrète, les cheveux noirs tirés en un chignon simple, portant un uniforme gris impeccable. Ses yeux bruns ne manquaient rien. Il scrutait la maison comme une caméra capturant chaque détail. Thibaut lui avait tout expliqué rapidement. Les cris. Les crises. Il lui avait dit qu'elle pourrait entendre des sons perturbants, mais que son travail consistait seulement à nettoyer. Elle n'avait pas besoin de s'impliquer. Nora avait hoché la tête. Aucune question. Aucune peur. Elle avait commencé en bas pendant que Thibaut se précipitait à l'étage pour calmer Elio pendant une nouvelle crise. 3 heures plus tard, épuisé et désespéré d'avoir de l'eau, Thibaut était redescendu, et s'était figé. Nora se tenait dans le couloir du 2e étage. Devant la chambre d'Elio. Son expression l'avait troublé. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la suspicion. Elle avait l'air de quelqu'un en train de résoudre une énigme. Il y a un problème? Demanda Thibaut. Elle hésita. Non, monsieur Morel. Je faisais juste écouter. Je suis désolé. Trop fatigué pour discuter, Thibaut lui fit signe de partir et entra dans la chambre d'Elio. Mais à travers l'entrebâillement de la porte, il remarqua que Nora restait là encore quelques secondes,
comme si elle écoutait quelque chose de précis. Et au fil des jours suivants, Thibaut remarqua un schéma. Nora nettoyait efficacement, mais trouvait toujours des raisons d'être près de la chambre d'Elio pendant les crises. Elle rangeait le placard à linge en face de sa chambre. Nettoyait les fenêtres du couloir au moment exact où Elio se réveillait de ses siestes. Polissait la rampe d'escalier la plus proche de sa porte. Thibaut aurait dû la renvoyer. Mais quelque chose dans son comportement l'intriguait. Elle n'était pas curieuse. Elle analysait. Puis, un après-midi, Thibaut rentra plus tôt et se figea. Elio était assis sur le canapé du salon, riant, mangeant des biscuits, parlant avec excitation des dinosaures pendant que Nora dépoussiérait les meubles. Son visage était vivant à nouveau. « Papa » sourit timidement Elio. Tante Nora dit que le T-Rex n'était pas le dinosaure le plus fort. Thibaut fixa la scène, incrédule. Cette nuit-là, tout s'effondra à nouveau. À 3 heures du matin, Elio convulsa violemment dans son lit, de la mousse sortant de sa bouche. Marthe accourut avec sa tisane habituelle, mais soudain Nora surgit dans la chambre en pyjama. Laissez-moi aider, dit-elle d'une voix urgente. Vous n'avez pas besoin d'être ici, cria Thibaut. Mais Nora était déjà au bord du lit. Elle saisit son téléphone, alluma la lampe, et fit quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Elle ouvrit la bouche d'Elio pendant la crise. Ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur Morel, murmura-t-elle. Vous devez voir ça. Thibaut se pencha. À eu fond de la gorge d'Elio, quelque chose bougeait. Quelque chose de sombre. Quelque chose de vivant. Nora sortit une pince de sa poche. Tenez-le. Elle retira la créature et la laissa tomber dans un bocal en verre qu'elle avait préparé. Elle était grosse, brune, de longues pattes. Elle bougeait. Elio cessa de convulser immédiatement. Plus tard, les résultats du laboratoire confirmèrent l'horreur. Ce n'était pas un insecte commun. C'était une blatte siffleuse de Madagascar, une espèce exotique non native des États-Unis, connue pour libérer des toxines qui provoquent des nausées, des convulsions, des hémorragies internes, et des pertes de connaissance. Quelqu'un empoisonnait Elio. Exprès. Nora révéla la vérité. Elle était une ancienne infirmière des urgences qui avait perdu sa licence après avoir dénoncé une négligence médicale. Elle reconnut immédiatement les symptômes. Des caméras cachées furent installées. Cette nuit-là, la vérité fut révélée. À 2h53, Marthe entra pieds nus dans la chambre d'Elio, portant une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des insectes vivants. Elle en plaça un dans la bouche d'Elio avec une précision chirurgicale et murmura tendrement, « Dors, mon ange. Ton père souffrira davantage cette nuit. » Quand on la confronta, Marthe ne nia pas. Elle avoua tout. L'empoisonnement. Son obsession pour Thibaut. Et enfin, l'impensable. La mort de Valérie n'était pas un accident. Marthe avait sectionné les durites de frein de la voiture de Valérie sur la route Napoléon, N85, planifiant l'accident avec soin. Elle croyait qu'en tuant Valérie, elle libérerait Thibaut. Elle fut arrêtée cette nuit-là. Plus tard, elle fut condamnée à 30 ans de prison pour meurtre et tentative de meurtre. Thibaut vendit le manoir. Ils déménagèrent dans une maison plus petite et paisible à Antibes. Elio se rétablit avec une thérapie. Nora resta. À eu début, temporairement. Puis, définitivement. Elle devint de la famille. 1 an et demi plus tard, Thibaut regardait depuis le balcon Elio jouer au football dans le jardin tandis que Nora étudiait non loin, souriante. Dans sa poche, une bague de fiançailles l'attendait. Cette fois, la vie n'était pas construite sur une tragédie. Elle était construite sur la patience, la guérison et l'amour qui avait survécu au chaos. Pensez-vous que les gens méritent une seconde chance en amour après avoir survécu à quelque chose d'aussi traumatisant? S'il vous plaît, partagez vos pensées et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion compte et que pensez-vous des récits sur cette chaîne? Dites-le nous. Merci d'avoir écouté Storyteller français et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.